Viuva aux 51 ans, avec seulement R400, elle a hérité d'une cabane condamnée, mais ce qu'elle a trouvé dans le mur a changé sa vie pour toujours. Maria avait 51 ans et menait une vie simple aux côtés de son mari, Antonio. Il n'avait jamais eu d'enfant, mais avait construit une relation basée sur la confiance, le respect et beaucoup de travail. Antonio était camionneur depuis plus de 20 ans. Il passait des jours sur la route, transportant des charges vers différentes villes, affrontant la pluie, la chaleur, des nuits mal dormies et de longues heures au volant. Maria disait toujours que chaque voyage semblait durer une éternité. Elle ne pouvait vraiment se reposer que lorsqu'elle recevait un appel de lui, disant qu'il était arrivé à destination en sécurité. Cette routine faisait partie de la vie des deux. Ce n'était pas facile, mais c'était la façon qu'ils avaient trouvée pour construire un avenir tranquille. Pendant des années, ils avaient économisé chaque centime possible. Ils évitaient les dettes inutiles, réparaient les meubles au lieu d'en acheter de nouveaux et reportaient de nombreux rêves. Antonio disait que le jour viendrait où il pourrait vivre sans tant de soucis d'argent. Maria le croyait parce qu'elle connaissait l'homme honnête qu'elle avait à ses côtés. Ce matin-là, cependant, tout a changé. Maria préparait le café quand le téléphone a sonné. Elle a imaginé que c'était Antonio avertissant qu'il ferait une pause pour se reposer avant de continuer son voyage. Elle a répondu en souriant, mais la voix de l'autre côté n'était pas la sienne. Un policier a demandé si elle était l'épouse d'Antonio. Son cœur s'est immédiatement accéléré. Avant même d'entendre le reste de la conversation, elle a senti que quelque chose de très grave s'était produit. Le policier a expliqué qu'il y avait eu un accident sur l'autoroute pendant la nuit. Un camion avait perdu le contrôle après une forte pluie et avait heurté le véhicule conduit par Antonio. Les équipes de secours étaient arrivées rapidement sur les lieux et il avait été transporté à l'hôpital dans un état gravissime. Maria a à peine pu entendre le reste des mots. Ses jambes sont devenues faibles et elle a dû s'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Sans perdre de temps, elle a demandé de l'aide à un voisin qui l'a emmenée à l'hôpital le plus proche. Pendant tout le trajet, elle regardait par la fenêtre sans pouvoir organiser ses pensées. Elle ne faisait qu'une prière silencieuse pour trouver son mari vivant. Quand elle est arrivée à l'hôpital, elle a été reçue par un médecin au visage sérieux. Avant même qu'il parle, Maria a aperçu que l'espoir s'estompait. Le médecin a expliqué qu'Antonio avait subi de nombreuses blessures et que l'équipe avait tout essayé, mais il n'avait pas résisté. Les mots semblaient lointains, comme s'ils étaient dits à une autre personne. Maria est restée immobile pendant quelques secondes sans pouvoir réagir. Puis elle a commencé à pleurer d'une manière qu'elle n'avait jamais pleuré auparavant. Elle ne pouvait pas croire que l'homme avec qui elle avait partagé tant d'années de vie était parti de façon si soudaine. Elle a eu l'autorisation d'entrer dans la salle où le corps se trouvait. Elle s'est approchée lentement, a tenu la main froide de son mari et s'est souvenue de leur dernière conversation. La veille au soir, Antonio avait appelé pour dire qu'il reviendrait dans quelques jours et qu'il voulait célébrer leur anniversaire de mariage d'une façon spéciale. Il semblait heureux pendant l'appel. Il avait seulement dit qu'il préparait une surprise et lui avait demandé d'avoir un peu plus de patience. Maria avait souri à ce moment-là, imaginant qu'il avait enfin réussi à économiser de l'argent pour réaliser un petit voyage. Maintenant, ce souvenir lui faisait encore plus mal à la poitrine. Après les premières heures de tristesse, sont venues les préoccupations pratiques. L'hôpital a présenté des dépenses qui n'étaient pas totalement couvertes par l'assurance. Peu après, sont apparus les coûts des funérailles, du transport du corps et d'autres documents nécessaires. Maria a commencé à utiliser toutes les économies que le couple avait accumulées pendant tant d'années. L'argent disparaissait rapidement. Chaque paiement semblait effacer un peu de l'effort que les deux avaient fait tout au long de leur vie. Même en vivant de manière prudente, il restait encore quelques versements d'un prêt contracté pour réparer le toit de la maison où ils vivaient. Il y avait aussi les factures de l'atelier mécanique du camion qu'Antonio aidait à payer en attendant un remboursement de la société de transport. En quelques jours, pratiquement tout ce qu'il possédait a été consommé. Quand elle a enfin vérifié le solde du compte, Maria a vu qu'il ne restait que R4 cents. Elle est restée à regarder ce chiffre pendant plusieurs minutes. Il était difficile de croire que des décennies de travail se terminaient de cette façon. L'enterrement a eu lieu un après-midi pluvieux. Quelques amis d'Antonio sont venus rendre les derniers hommages. De nombreux camionneurs sont venus dans leurs vêtements de travail parce qu'ils tenaient à passer par là avant de continuer leur route. Tous se souvenaient de lui comme d'un homme correct, prêt à aider n'importe quel collègue en panne sur la route. Quant à la famille d'Antonio, elle n'est apparue que par obligation. Roberto, le frère aîné, n'a même pas assisté à la cérémonie.
Certains parents commentaient entre qu'Antonio n'avait jamais eu beaucoup d'argent et qu'il n'avait probablement laissé aucun patrimoine. Après la cérémonie, ces mêmes personnes sont parties sans offrir aucun soutien à Maria. Dans les jours suivants, le silence a envahi la maison. Chaque objet rappelait Antonio. La tasse qu'il utilisait pour le café du matin restait sur l'évier. Une casquette était accrochée derrière la porte. Les bottes restaient encore dans le coin de la buanderie, attendant quelqu'un qui ne reviendrait jamais les mettre. Maria marchait dans les pièces en essayant de trouver des forces pour continuer à vivre, mais tout semblait vide. Elle a commencé à penser à vendre quelques meubles pour payer les factures qui arriveraient encore. Elle a aussi envisagé de chercher un emploi, bien qu'elle sache que son âge rendrait cette tâche très difficile. Peu de jours après, elle a reçu une notification indiquant la date de la lecture du testament. Maria croyait que ce serait seulement une formalité. Elle imaginait qu'Antonio avait laissé seulement les quelques biens qu'elle connaissait déjà. Malgré tout, elle s'est rendue au bureau indiqué. Quelques parents étaient aussi présents. L'atmosphère était étrange. Il y avait des personnes qui parlaient à peine à Antonio depuis des années, mais qui montraient maintenant un intérêt pour toute information liée à l'héritage. Quand la lecture a commencé, tous ont écouté attentivement. Le document était simple. Il n'y avait pas de compte millionnaire, d'immeuble de luxe, ni d'entreprise enregistrée à son nom. À la fin, le responsable a informé que le seul bien laissé à Maria était une vieille cabane située sur un terrain isolé, déjà condamné par la mairie, avec démolition prévue sous peu. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis ont commencé de petits commentaires accompagnés de rires discrets. Certains parents disaient que cette cabane ne servait même pas à ranger des outils. D'autres affirmaient qu'il serait moins cher d'abandonner l'immeuble que d'essayer de l'utiliser. Maria a tout entendu en silence. Elle n'a pas répondu aux provocations, ni montré de colère. Elle a seulement signé les documents nécessaires et a quitté le bureau en tenant une petite chemise avec les papiers de l'héritage. En marchant sur le trottoir, elle a perçu que sa vie avait complètement changé en moins de 2 semaines. Le mari qui avait toujours été à ses côtés n'existait plus. L'argent qui avait garanti tant d'années de sécurité était épuisé. Les parents avaient disparu et la seule chose qui restait à son nom était une vieille cabane que, selon tout le monde, serait détruite bientôt. Sans le savoir, cependant, Maria était sur le point d'entrer dans l'endroit qui changerait son destin pour toujours. Après la lecture du testament, Maria a passé 2 jours sans pouvoir décider quoi faire. La chemise avec les documents est restée sur la table de la cuisine tout le temps. Chaque fois qu'elle la regardait, elle se souvenait des rires des parents d'Antonio. Ce souvenir faisait plus mal qu'elle ne voulait l'admettre. Ce n'était pas seulement le fait d'avoir reçu une vieille cabane comme héritage. C'était la sensation que tout le monde croyait que sa vie était terminée et qu'il n'y avait plus aucune raison d'avancer. Le 3e matin, elle s'est réveillée tôt, a préparé un café simple et est restée à regarder par la fenêtre pendant quelques minutes. Puis, elle a respiré profondément, a pris son sac, a mis la chemise sous le bras et a décidé de connaître l'immeuble. Elle a pensé qu'avant la démolition, elle pourrait au moins retirer quelque chose qui avait appartenu à son mari. Peut-être un outil oublié, une vieille photo ou n'importe quel souvenir qui valait plus que l'argent. Le terrain se trouvait éloigné de la ville sur une route de terre peu fréquentée. Maria a dû prendre un bus et ensuite marcher pendant presque 20 minutes. En suivant le chemin, elle observait l'herbe haute des 2 côtés de la route. L'endroit était silencieux et semblait oublié par le temps. Quand elle a enfin aperçu la cabane, elle a compris pourquoi tout le monde s'était moqué de cet héritage. La construction était petite, faite de murs anciens et d'un toit plein de trous. Quelques fenêtres étaient cassées et la porte en bois fermait à peine. L'herbe avait envahi la cour. Il y avait des branches éparpillées sur le sol, des morceaux de tuiles tombés et des signes clairs d'abandon. Malgré tout, Maria est restée immobile à regarder cet endroit pendant quelques instants. Antonio n'avait jamais mentionné cet immeuble. Elle se souvenait seulement d'avoir entendu son mari dire, il y a de nombreuses années, que son père possédait un terrain simple dans la région. Après ce commentaire, le sujet n'était jamais revenu. Elle a approché la clé de la serrure. Elle a dû forcer parce que la porte était coincée. Quand elle a réussi à l'ouvrir, un nuage de poussière a envahi l'environnement. Maria a porté la main à son visage pour ne pas respirer autant de saleté et a attendu quelques secondes avant d'entrer. L'intérieur était encore plus simple qu'elle l'imaginait. Il y avait un poêle rouillé, une vieille table avec une jambe improvisée, 2 chaises usées et un placard presque détruit par l'humidité. Dans un coin, il y avait quelques cartons complètement détériorés. Au plafond,
On pouvait voir de petites entrées de lumière passant entre les tuiles cassées. Malgré l'abandon, elle a commencé à marcher lentement dans chaque coin de la cabane. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait. Elle ressentait seulement l'envie de comprendre pourquoi Antonio n'avait jamais vendu cet endroit. S'il ne valait vraiment rien, il aurait été plus facile de s'en débarrasser des années plus tôt. En observant les pièces, elle a remarqué un détail qui a attiré son attention. Sur une petite étagère, il y avait une bouteille d'eau presque vide. La poussière couvrait pratiquement tout, mais la bouteille semblait relativement propre. Maria a pris l'objet et aperçut que l'eau était encore transparente. Cela n'avait pas de sens. Quelqu'un était venu là peu de temps avant. Elle a essayé de trouver une explication. Peut-être qu'un sans-abri avait utilisé la cabane comme abri. Malgré tout, la sensation d'étrangeté a augmenté. En continuant l'inspection, elle a trouvé un chiffon plié sur une chaise. Lui aussi semblait récent. À partir de ce moment, Maria a commencé à observer chaque détail avec plus d'attention. Elle s'est dirigée vers la petite chambre au fond. Il n'y avait qu'un lit en bois sans matelas et une fenêtre cassée. Quand elle a ouvert le placard encastré dans le mur, elle n'a trouvé que quelques étagères vides. Rien ne semblait important. Elle pensait déjà partir quand ses yeux se sont arrêtés sur le sol de la salle. Il y avait des traces de pas secs mélangées à la poussière. Certaines étaient anciennes, mais d'autres semblaient bien plus récentes. Elle s'est agenouillée pour mieux regarder. Son cœur a commencé à battre plus vite. Antonio était vraiment passé par là peu avant l'accident où une autre personne continuait à visiter cet endroit. Le doute est resté dans sa tête. Maria a décidé de commencer un nettoyage basique. Elle a pris un vieux balai trouvé derrière la porte et a commencé à retirer les feuilles sèches, la poussière et les morceaux de bois éparpillés sur le sol. Le travail était fatigant. À chaque mouvement, elle soulevait plus de saleté, mais cela occupait son esprit et lui faisait penser un peu moins à la douleur de la perte. Des heures ont passé sans qu'elle s'en rende compte. Peu à peu, l'environnement a commencé à devenir plus organisé. Quand elle est arrivée près d'un des murs latéraux, elle a remarqué une grande fissure qui allait du sol jusqu'au plafond. Cela semblait un problème ancien. Elle a passé la main sur l'endroit et aperçut que certains morceaux de plâtre étaient détachés. Elle a pris une petite spatule rouillée qu'elle avait trouvée parmi les vieux outils et a commencé à retirer les parties les plus lâches pour éviter qu'elles tombent sur elle. Il a suffi de quelques minutes pour qu'un plus gros morceau du mur cède. Quelques briques se sont détachées et sont tombées au sol, soulevant un nouveau nuage de poussière. Maria a fait 2 pas en arrière et a attendu que la poussière retombe. C'est alors qu'elle a aperçu quelque chose de différent entre les briques. Il y avait une surface métallique cachée à l'intérieur du mur. Curieuse, elle a écarté encore quelques morceaux de ciment avec beaucoup de soin. Peu à peu est apparue une petite boîte métallique complètement fermée. Elle n'était pas très grande, mais semblait lourde. Maria a tenu l'objet avec les 2 mains et a été surprise de percevoir que quelqu'un l'avait caché exprès. Il n'y avait aucune raison pour qu'une boîte soit à l'intérieur du mur si ce n'était pas pour rester secrète. Elle a porté la boîte jusqu'à la table de la cuisine de la cabane et a essayé d'ouvrir le couvercle. Après quelques tentatives, elle a réussi à déverrouiller le fermoir, qui était très rouillé. En levant le couvercle, son cœur s'est accéléré. À l'intérieur, il y avait plusieurs enveloppes protégées par des sacs plastiques, quelques documents organisés avec beaucoup de soin, un petit pen-drive noir et une enveloppe plus grande avec son nom écrit à la main. Maria a immédiatement reconnu l'écriture d'Antonio. Ses mains ont commencé à trembler. Elle a tenu l'enveloppe pendant quelques secondes avant de l'ouvrir. Il était impossible de ne pas penser que ce papier avait été écrit par son mari peu avant de mourir. Les larmes sont revenues sans qu'elle puisse les contrôler. Avant d'ouvrir l'enveloppe, elle a décidé d'observer le reste de la boîte. Les documents semblaient anciens, mais étaient très bien conservés. Certains avaient des tampons de banque, d'autres semblaient des contrats signés il y a de nombreuses années. Il y avait aussi des justificatifs d'investissement et des papiers qu'elle n'avait jamais vus de sa vie. Maria ne comprenait pratiquement rien de ce matériel. Elle a seulement perçu qu'Antonio avait pris beaucoup de soin pour tout protéger de l'humidité. Même le pen-drive était gardé dans un emballage plastique fermé. Elle a reporté son attention sur l'enveloppe avec son nom, a passé les doigts sur l'écriture d'Antonio, comme si elle pouvait sentir sa présence une fois de plus. 1000 questions ont surgi en même temps. Pourquoi avait-il caché cette boîte? Pourquoi n'avait-il jamais commenté son existence? Que signifiaient ces documents et pourquoi précisément dans cette cabane que tout le monde considérait sans valeur?
Maria a respiré profondément, a essuyé discrètement les larmes de son visage et a commencé à ouvrir l'enveloppe avec tout le soin du monde, sans imaginer que ces premières lignes écrites par son mari changeraient complètement tout ce qu'elle croyait savoir sur la vie qu'ils avaient construite ensemble. Maria est restée quelques secondes à regarder l'enveloppe avant de trouver le courage de l'ouvrir. C'était comme si ce simple morceau de papier maintenait encore une partie d'Antonio vivante. Elle a respiré profondément, a passé le pouce sur le bord de l'enveloppe et a retiré soigneusement les feuilles pliées qui étaient à l'intérieur. Dès qu'elle a vu la première ligne, elle a immédiatement reconnu l'écriture de son mari. C'était une écriture ferme, organisée, exactement comme elle se souvenait de la voir dans les listes de courses ou dans les billets qu'il laissait sur la table quand il devait sortir avant l'aube. Les yeux de Maria ont commencé à se remplir de larmes une fois de plus. Elle a essuyé son visage du dos de la main, s'est assise sur la vieille chaise en bois et a commencé à lire. Antonio avait commencé la lettre de façon simple, comme il le faisait toujours quand il voulait parler de quelque chose d'important. Il avait écrit que si Maria lisait ces mots, c'était parce que quelque chose avait mal tourné et qu'il n'avait pas réussi à accomplir un plan qu'il gardait depuis longtemps. Dès les premières lignes, il lui a demandé d'avoir du calme avant de tirer une conclusion et de tout lire jusqu'à la fin. Maria a senti un serrement dans la poitrine. C'était comme si son mari était assis juste en face d'elle, parlant de la même voix tranquille de toujours. Elle a continué. Antonio a écrit qu'il existait une partie de sa vie qu'il n'avait jamais eu le courage de raconter complètement, non pas parce qu'il voulait cacher quelque chose à son épouse, mais parce qu'il avait peur de créer des attentes avant l'heure. Il a dit qu'il voulait tout révéler dans un moment spécial, quand il aurait la certitude qu'il n'y avait plus aucun risque de perdre ce qu'il avait construit au fil des ans. Maria a froncé les sourcils. Cela avait du sens pour elle. Pendant tout le mariage, Antonio avait toujours été transparent avec les comptes de la maison. Il ne cachait jamais d'argent, ne prenait jamais de décisions importantes sans en parler avec elle. C'est pourquoi ces mots éveillaient plus de curiosité que de méfiance. Antonio a alors commencé à raconter son histoire. De nombreuses années avant de devenir camionneur, quand il était encore très jeune, il avait travaillé dans une petite entreprise de logistique qui commençait ses activités. À cette époque, l'entreprise avait peu d'employés, presque aucune ressource et affrontait de nombreuses difficultés pour conquérir des clients. Le propriétaire croyait tellement au projet qu'il avait offert à certains employés l'opportunité d'acheter de petites participations dans l'affaire. Antonio a raconté que, même en gagnant peu, il avait décidé de risquer toutes les économies qu'il possédait à ce moment-là. C'était une petite somme, mais cela représentait pratiquement tout ce qu'il avait. Maria a arrêté de lire pendant quelques secondes. Elle n'avait jamais su cette histoire. Elle avait toujours cru qu'Antonio avait commencé sa vie professionnelle directement comme camionneur. Elle est revenue à la lettre. Antonio a expliqué qu'il avait travaillé pendant quelques années dans cette entreprise, aidant à la croissance de l'affaire. Avec le temps, l'entreprise a commencé à faire des profits et à attirer l'intérêt d'un groupe plus grand du secteur. Quand une proposition d'achat est apparue, il a vendu sa petite participation. La valeur reçue était bien plus grande qu'il ne l'imaginait. Au lieu de dépenser cet argent, il a décidé de chercher une orientation financière et a investi pratiquement tout dans des placements à long terme. Antonio a écrit qu'il avait fait cela en pensant à l'avenir, mais qu'il savait que cela prendrait encore de nombreuses années pour que ce patrimoine grandisse vraiment. Pendant ce temps, il a continué à travailler normalement comme camionneur. Maria a porté la main à sa bouche. Pour la première fois, elle a commencé à comprendre qu'il existait un côté de la vie de son mari qu'elle n'avait jamais connu. Malgré tout, un doute est apparu immédiatement. S'il avait cet argent, pourquoi avait-il vécu pendant tant d'années en économisant autant? Antonio semblait répondre exactement à cette question dans les lignes suivantes. Il a écrit que les premières années avaient été très incertaines, la valeur investie grandissait lentement et il y avait des moments où le marché subissait des pertes importantes. C'est pourquoi il avait préféré agir comme si cet argent n'existait pas. Il a continué à travailler tous les jours, à payer les factures normalement et à éviter de dépendre de quelque chose qui n'était pas encore garanti. Plus tard, quand les investissements ont commencé à rendre plus que prévu, il a pris une autre décision. Il résoudrait d'attendre encore un peu pour réaliser le rêve de donner une vie complètement différente à Maria. Il a écrit qu'il voulait lui livrer une surprise qu'elle n'oublierait jamais. Antonio a raconté qu'il imaginait la réaction de son épouse quand il révélerait tout lors de leur anniversaire de mariage. Il pensait d'abord l'emmener connaître l'endroit où il prévoyait de construire une nouvelle maison. Puis il montrerait toute la documentation et, enfin, il raconterait qu'il n'aurait plus jamais à s'inquiéter de l'argent. Maria a senti les larmes couler encore une fois.
Le souvenir du dernier appel est revenu immédiatement à sa tête. Cette nuit-là, Antonio avait vraiment dit qu'il préparait une surprise spéciale. Elle avait pensé que c'était seulement un dîner ou un petit voyage. Elle n'avait jamais imaginé qu'il parlait de quelque chose d'aussi grand. Maria a continué à lire le cœur battant. Antonio a écrit qu'il avait décidé de cacher toute la documentation dans cette cabane parce qu'il croyait que personne ne chercherait quelque chose de précieux dans un endroit si simple. Il disait faire entièrement confiance à Maria, mais savait que certaines personnes de sa propre famille s'intéressaient à l'argent et pourraient créer des problèmes si elles découvraient l'existence de ce patrimoine avant l'heure. C'est pourquoi il avait choisi un endroit discret, où seul lui savait exactement où les documents étaient cachés. La boîte métallique avait été placée à l'intérieur du mur pour la protéger de l'humidité et aussi d'éventuelles invasions. Antonio a expliqué qu'il visitait la cabane de temps en temps seulement pour vérifier que tout restait au même endroit. À cet instant, Maria a enfin compris la bouteille d'eau presque propre, le chiffon sur la chaise et les traces de pas récentes qu'elle avait trouvées pendant le nettoyage. Antonio avait vraiment été là peu de jours avant l'accident. La découverte a fait un frisson parcourir tout son corps. C'était comme si elle suivait exactement les derniers pas de son mari sans le savoir. Antonio a écrit encore que si quelque chose lui arrivait avant la révélation prévue, Maria devrait chercher immédiatement un avocat de confiance pour analyser tous les documents trouvés dans la boîte. Il a aussi expliqué que le pendrive contenait des informations importantes, mais était protégé par un mot de passe pour éviter que quiconque accède à son contenu sans autorisation. Il a dit que l'avocat saurait comment procéder au déblocage si nécessaire. Maria a regardé le petit dispositif sur la table. Jusqu'à ce moment, il semblait seulement un objet ordinaire. Maintenant, il représentait une pièce importante de cet énorme puzzle. Elle est revenue à la lettre. Antonio a alors écrit une phrase qui a fait retenir son souffle à Maria. Il disait qu'au moment où elle lirait ces mots, elle découvrirait probablement que le patrimoine accumulé pendant toutes ces années avait atteint une valeur bien plus grande qu'il n'avait jamais rêvé quand il avait fait son premier investissement. Antonio a expliqué qu'il suivait les résultats régulièrement et avait encore du mal à croire à la croissance de ses ressources. Il a écrit que de nombreuses nuits il imaginait le bonheur de son épouse en percevant qu'il pourrait enfin réaliser tous les plans reportés pendant toute la vie. Maria a senti un mélange de joie, de tristesse et d'incrédulité. Le bonheur de découvrir qu'Antonio avait pensé à elle pendant toutes ces années se mélangeait à la souffrance de savoir qu'il n'était plus là pour vivre ce moment à ses côtés. Elle tenait les feuilles de la lettre avec tant de soin qu'elle semblait avoir peur de les déchirer. En continuant la lecture, elle a trouvé une autre demande de son mari. Antonio disait qu'elle ne devrait pas faire facilement confiance à n'importe qui si l'existence de cette fortune devenait connue. Il affirmait qu'il y avait des gens capables de tout pour de l'argent et recommandait que tous les documents soient analysés avec beaucoup de soin avant toute décision. Maria a trouvé cet avertissement étrange. Antonio était normalement un homme calme et n'avait pas l'habitude de se méfier des gens sans raison. Cette recommandation semblait avoir été écrite parce qu'il craignait vraiment une situation spécifique. Avant qu'elle puisse mieux comprendre, ses yeux sont arrivés aux dernières lignes de la lettre. Antonio a écrit qu'il aimait Maria depuis le premier jour où il l'avait rencontrée et qu'aucune conquête financière n'avait de sens sans elle à ses côtés. Il a dit que si le destin avait empêché les deux de vieillir ensemble, il voulait qu'elle sache que chaque voyage, chaque nuit loin de la maison et chaque heure de travail leur avait eu un seul objectif, garantir qu'elle ne manque jamais de rien dans le futur. Maria a porté la lettre à sa poitrine et a fermé les yeux pendant quelques instants. Le silence de cette cabane semblait encore plus grand. À l'extérieur, le vent agitait l'herbe haute pendant qu'elle essayait de comprendre tout ce qu'elle venait de découvrir. Sur la table continuaient à être éparpillés les contrats, les documents bancaires et le pendrive qui gardait encore un secret impossible à connaître à ce moment-là. Sans perdre plus de temps, Maria a commencé à organiser soigneusement chaque papier à l'intérieur de la boîte métallique. Elle savait qu'à partir de ce jour, sa vie prendrait un tournant complètement différent, mais elle n'avait encore aucune idée qu'une autre personne était sur le point de découvrir l'existence de cet héritage et ferait tout pour l'arracher de ses mains. Maria a passé la nuit entière sans pouvoir dormir. La lettre d'Antonio restait sur la table de la cuisine, à côté de la boîte métallique et des documents qu'elle avait trouvés cachés dans la cabane. De temps en temps, elle revenait lire quelques passages, comme si elle avait encore du mal à croire que tout cela était réel. À certains moments, elle sentait l'espoir pour la première fois depuis la mort de son mari. À d'autres, la peur prenait le dessus. Elle n'avait jamais traité d'investissement, de contrats anciens ou de sujets similaires. Elle savait seulement qu'elle devait suivre exactement le conseil d'Antonio et chercher un avocat avant de prendre toute décision. Le matin suivant,
elle a séparé toute la documentation dans une chemise, a mis le pen-drive dans un petit étui pour éviter tout dommage et est allée au centre-ville. Après avoir demandé quelques indications, elle est arrivée au bureau d'un avocat nommé Marcelo, connu pour travailler sur les inventaires et les questions patrimoniales. Le bureau était simple, mais bien organisé. Maria a expliqué toute l'histoire depuis l'accident jusqu'à la découverte de la boîte cachée à l'intérieur du mur de la cabane. Marcelo a tout écouté sans l'interrompre. Quand elle a terminé, elle a posé la lettre sur la table et a aussi remis les contrats et les documents bancaires. L'avocat a passé plusieurs minutes à analyser chaque papier avec beaucoup d'attention. À certains moments, il ajustait ses lunettes et revenait vérifier les dates, les signatures et les registres. Après un long silence, il a levé les yeux et a dit que ces documents semblaient vrais. Il a expliqué qu'il serait nécessaire de tout confirmer auprès des banques et des organes responsables des registres, mais qu'il existait une très grande possibilité qu'Antonio ait vraiment construit un patrimoine important pendant toutes ces années. Maria a senti son cœur battre plus fort. Pour la première fois, quelqu'un confirmait que cela n'était pas seulement un rêve ou un malentendu. Marcelo a demandé l'autorisation d'initier les consultations et de contacter les institutions financières. Il a aussi expliqué qu'il serait important de maintenir un secret absolu jusqu'à découvrir exactement la taille du patrimoine. Maria a immédiatement accepté. Elle se souvenait parfaitement de l'avertissement laissé par Antonio dans la lettre. Dans les jours suivants, Marcelo a commencé à réunir des informations. Chaque nouvelle réponse augmentait encore plus la surprise. Certaines applications financières existaient vraiment. Les contrats trouvés dans la boîte correspondaient aux registres officiels. Il y avait des investissements anciens qui continuaient actifs et avaient grandi pendant de nombreuses années. Bien qu'il ne soit pas encore possible de calculer la valeur totale, il était déjà clair qu'il ne s'agissait pas d'une petite somme. Pendant ce temps, Maria continuait à mener une vie discrète. Elle évitait de commenter tout sujet lié à la cabane ou aux documents trouvés. Cependant, les petites villes ont l'habitude de propager les nouvelles rapidement. Il a suffi qu'un employé du greffe commente que l'inventaire d'Antonio avait reçu de nouveaux documents pour que les rumeurs commencent. Certaines personnes ont commencé à dire qu'il y avait de l'argent caché. D'autres affirmaient qu'Antonio possédait des comptes secrets. Chacun ajoutait un détail différent, jusqu'à ce que l'histoire arrive aux oreilles de quelqu'un que Maria ne s'attendait jamais à revoir. Roberto, le frère aîné d'Antonio, est apparu à la porte de sa maison un après-midi chaud, presque 2 semaines après la visite à l'avocat. Maria a été surprise de le voir. Pendant l'enterrement, il n'avait même pas assisté. En réalité, cela faisait de nombreuses années que Roberto n'avait plus de contact avec son frère. Elle a ouvert la porte sans cacher son malaise. Roberto est entré en regardant autour de la maison, comme s'il évaluait tout. Après quelques secondes de silence, il a commencé à parler d'un ton apparemment calme. Il a dit qu'il avait entendu des commentaires sur de nouveaux documents trouvés après la mort d'Antonio. Maria a répondu seulement que le sujet était traité par l'avocat. Roberto a souri d'une façon qui l'a mise encore plus mal à l'aise. Puis il a affirmé qu'Antonio ne lui avait pas tout dit la vérité. Il a dit qu'il connaissait très bien l'origine de cet argent et qu'une bonne partie de la fortune existait bien avant le mariage des deux. Maria est restée en silence, attendant qu'il continue. Roberto a alors déclaré qu'il avait aidé financièrement son frère au début des investissements et que, pour cette raison, il avait droit à la plus grande partie de l'héritage. Maria a répondu qu'elle n'avait jamais entendu Antonio mentionner cette histoire. Roberto n'a montré aucune préoccupation, il a seulement retiré une chemise de son sac à dos et a posé quelques papiers sur la table. C'étaient des contrats anciens, des reçus et des annotations qui, selon lui, prouvaient sa participation aux premiers investissements faits par Antonio. Maria ne comprenait presque rien de ces documents, mais elle a perçu qu'ils semblaient tous très anciens et portaient des signatures, des dates et des tampons. Roberto a expliqué qu'il avait gardé ces papiers pendant des années justement parce qu'il savait qu'un jour il devrait prouver sa participation. Puis il a affirmé qu'il avait déjà engagé des avocats spécialisés et qu'il initierait immédiatement une action pour empêcher que Maria reçoive toute valeur avant la conclusion du procès. Les mots ont atteint Maria comme un nouveau coup. Elle essayait encore de surmonter la mort de son mari et maintenant elle devait affronter une dispute judiciaire qu'elle n'imaginait même pas exister. Malgré tout, elle a répondu avec fermeté que tout serait résolu par la justice. Roberto s'est levé lentement de la chaise. Avant de partir, il l'a regardé directement et a dit qu'il serait mieux d'accepter un accord pendant qu'il y avait encore du temps, parce qu'une bataille longue coûterait beaucoup d'argent et qu'elle n'aurait probablement pas les conditions pour la soutenir. Puis il est parti sans attendre de réponse.
Dès que la porte s'est fermée, Maria a senti ses jambes perdre leur force. Elle s'est assise sur le canapé en essayant d'organiser ses pensées. Cette conversation augmentait encore plus l'importance de l'avertissement laissé par Antonio dans la lettre. Il semblait vraiment prévoir que quelqu'un essayerait de prendre ce patrimoine. Le matin suivant, Maria est retournée au bureau de Marcelo, apportant la chemise que Roberto avait montrée. L'avocat a examiné soigneusement les copies des documents. Son expression a changé peu à peu. Il a expliqué que ces papiers semblaient très bien élaborés et pourraient causer des difficultés dans le procès s'ils étaient acceptés comme vrais. Cependant, il a aussi affirmé que des documents anciens pouvaient être soumis à des expertises détaillées pour vérifier l'authenticité, l'âge du papier, de l'encre et des signatures. Marcelo a tranquillisé Maria, disant qu'aucune décision ne serait prise seulement sur l'apparence de ces registres. Pendant qu'ils conversaient, un appel a interrompu la réunion. C'était un employé d'une institution financière confirmant l'existence d'une partie des investissements enregistrés au nom d'Antonio. Marcelo a remercié les informations et a raccroché. Ensuite, il a informé Maria que les applications existaient vraiment et que certaines d'entre elles avaient atteint des valeurs bien supérieures à ce qui était attendu. La nouvelle a apporté un peu d'espoir, mais a aussi augmenté la préoccupation. Plus la fortune serait grande, plus l'intérêt de Roberto à la conquérir serait grand. Dans les jours suivants, le procès a commencé officiellement. Les avocats de Roberto ont protocolarisé une action alléguant qu'il avait participé directement à la construction du patrimoine et que l'héritage ne pouvait pas être livré seulement à la veuve. Ils ont aussi demandé le blocage temporaire d'une partie des investissements jusqu'au jugement final. Marcelo a répondu, présentant la lettre écrite par Antonio et plusieurs documents trouvés dans la boîte métallique. Malgré tout, il a expliqué que la lettre seule ne serait peut-être pas suffisante pour clore la dispute. Il serait nécessaire de réunir encore plus de preuves pour démontrer toute l'origine du patrimoine et démonter la version présentée par Roberto. Maria a commencé à percevoir que cette bataille serait bien plus difficile qu'elle ne l'imaginait. À chaque nouveau document, surgissait une nouvelle contestation. À chaque audience marquée apparaissaient de nouvelles demandes de report. Roberto semblait toujours un pas en avant, comme s'il savait exactement quelle stratégie utiliser pour retarder le procès. Malgré tout, il y avait quelque chose qui continuait à incommoder Maria depuis la première visite de son beau-frère. À aucun moment Roberto n'avait montré de tristesse pour la mort de son propre frère. Il n'avait pas non plus demandé comment elle allait, ni voulu savoir aucun détail de l'accident. Son seul intérêt semblait être l'argent caché par Antonio pendant tant d'années. Cette froideur éveillait une sensation étrange. Plus Maria pensait à la conversation, plus elle croyait que Roberto cachait bien plus qu'il ne disait. Elle n'avait simplement encore aucune idée que le passé des deux frères gardait un secret capable d'expliquer toute cette dispute et de révéler la véritable raison pour laquelle Roberto était disposé à tout faire pour mettre la main sur cette fortune. Les jours suivants ont été complètement différents de tout ce que Maria avait vécu jusqu'à quelques semaines auparavant. Sa plus grande préoccupation était d'attendre que le téléphone sonne pour savoir si Antonio était bien arrivé à destination d'un autre voyage. Maintenant, elle passait les matinées à parler avec des avocats, à séparer des documents, à signer des procurations et à essayer de comprendre des mots qui n'avaient jamais fait partie de sa routine. La douleur pour la mort de son mari était encore présente, mais elle avait à peine le temps de vivre le deuil. Chaque nouveau jour apportait un problème différent. Dès la première audience liée à l'inventaire, Maria aperçut que Roberto était disposé à transformer cette dispute en une véritable guerre. Il est arrivé accompagné de deux avocats très connus dans la région. Il portait un costume sombre, marchait avec assurance et saluait certaines personnes comme s'il fréquentait cet environnement depuis de nombreuses années. Quand ses yeux ont rencontré ceux de Maria, il a seulement fait un petit geste de la tête et est retourné parler avec ses représentants. Il n'y avait aucun signe de tristesse pour la perte du frère. Son comportement rendait clair que le seul objectif était de gagner la dispute. Maria est restée aux côtés de Marcelo pendant tout le temps. Avant le début de l'audience, l'avocat lui a demandé de garder son calme et de répondre seulement à ce qui lui serait demandé. Il a expliqué que Roberto essaierait probablement de créer des doutes sur le mariage, sur les documents trouvés et même sur la lettre écrite par Antonio. Maria a accepté en silence. Elle faisait confiance à Marcelo, mais ne pouvait pas cacher sa nervosité. Dès que l'audience a commencé, les avocats de Roberto ont présenté une série de documents qui, selon eux, prouvaient que le frère aîné avait prêté de l'argent à Antonio il y a de nombreuses années. Ils ont aussi affirmé que Roberto avait participé directement à la décision d'investir dans la petite entreprise de logistique et que, pour cette raison, il possédait des droits sur une partie du patrimoine.
Marcelo a demandé la parole et a informé le juge que ces documents devaient passer par une expertise avant toute conclusion. Il a expliqué que la simple présentation de papiers anciens n'était pas suffisante pour prouver leur authenticité. Le juge a accepté et a déterminé que tout le matériel soit analysé par des spécialistes. Roberto n'a montré aucune préoccupation. Il semblait attendre exactement cette décision. En sortant de l'audience, il a lancé un regard discret à Maria et a souri de façon confiante. Cette expression est restée dans la tête d'elle pendant le reste de la journée. Quelques semaines après, ont commencé à arriver les premières notifications. De nouvelles demandes présentées par les avocats de Roberto exigeaient des informations supplémentaires sur les investissements. Ils questionnaient la validité de la lettre trouvée dans la cabane et demandaient le blocage préventif des ressources jusqu'à la fin du procès. Marcelo a expliqué que ce type de stratégie était courant quand une des parties essayait de gagner du temps ou d'augmenter la pression sur l'adversaire. Même en comprenant la situation, Maria sentait un poids énorme sur ses épaules. Elle percevait que chaque nouvelle étape signifiait plus de dépenses, plus d'attentes et plus d'incertitudes. Pendant ce temps, la nouvelle sur l'existence de la fortune continuait à se répandre dans la ville. Des personnes qui n'avaient jamais cherché Maria ont commencé à apparaître, disant qu'elles étaient de vieilles amies d'Antonio. Certains offraient de l'aide, d'autres posaient des questions discrètes, essayant de découvrir combien d'argent existait vraiment. Maria a commencé à se méfier de presque tout le monde. Antonio avait demandé de la prudence et maintenant elle comprenait exactement la raison. Un certain matin, en revenant du marché en portant 2 sacs, elle aperçut une voiture garée devant sa maison. À l'intérieur, il y avait 2 hommes qu'elle n'avait jamais vus. Dès que Maria s'est approchée, le véhicule est parti lentement. Elle a essayé de se convaincre que cela pouvait être seulement une coïncidence, mais le malaise est resté. 2 jours après, elle a trouvé le portail de la maison entrouvert, bien qu'elle soit certaine de l'avoir laissé fermé avant de sortir. Elle est entrée avec prudence et a vérifié toutes les pièces. Rien ne semblait avoir été pris. Les meubles restaient en place. L'argent qui restait était intact, mais quelques tiroirs avaient été ouverts. Maria a immédiatement appelé Marcelo et a raconté ce qui s'était passé. L'avocat l'a orienté pour qu'elle enregistre un constat et, principalement, qu'elle garde tous les documents importants dans son bureau. Heureusement, elle avait déjà suivi ce conseil. La boîte métallique, la lettre originale et presque toute la documentation étaient protégées dans un coffre du bureau de Marcelo. Il ne restait à la maison que quelques copies. Malgré tout, Maria a commencé à avoir peur de rester seule. Les nuits sont devenues encore plus difficiles. N'importe quel bruit à l'extérieur faisait accélérer son cœur. Dans une autre audience, Marcelo a présenté au juge les premiers résultats des analyses faites sur les investissements. Il a été confirmé que les ressources existaient vraiment depuis de nombreuses années et continuaient enregistrées exclusivement au nom d'Antonio. Cette information représentait une avancée importante pour Maria, mais ne clôturait pas la dispute. Les avocats de Roberto insistaient sur le fait que le frère possédait des droits sur une partie de ce patrimoine pour y avoir participé à l'origine. Ils alléguaient aussi que certains contrats trouvés par eux étaient antérieurs au mariage d'Antonio et Maria. Le procès devenait de plus en plus compliqué. En attendant de nouvelles expertises, Marcelo a décidé d'approfondir l'enquête sur la vie financière d'Antonio. Il a demandé des documents anciens, des registres commerciaux et des archives liées à la petite entreprise de logistique mentionnée dans la lettre. Maria a passé des heures à aider à organiser tout ce qu'il trouvait. À de nombreux moments, elle découvrait des détails de la jeunesse de son mari qu'elle n'avait jamais connu. Antonio avait vraiment été très discret sur cette phase de sa vie. Plus de documents apparaissaient, plus Maria percevait qu'il avait travaillé dur pour construire ce patrimoine sans dépendre de personne. Malgré tout, Roberto continuait à soutenir sa version avec une assurance impressionnante. Un certain après-midi, quand Maria est sortie du bureau de l'avocat, elle a trouvé Roberto arrêté sur le trottoir. Il semblait l'attendre. Il s'est approché calmement et a demandé s'il y avait encore du temps pour qu'il parle. Maria a répondu qu'elle n'avait pas d'intérêt. Roberto a insisté. Il a dit que le procès pourrait durer des années, consommer une bonne partie de l'héritage et les laisser tous les deux sans pratiquement rien. Puis il a fait une proposition. Si Maria acceptait de livrer une partie significative des investissements, il clôturerait immédiatement la dispute. Maria l'a regardé directement et a répondu qu'elle ne ferait aucun accord avant que la justice découvre toute la vérité. Roberto a respiré profondément, a complètement changé d'expression et a parlé d'un ton froid.
Il a dit qu'elle n'avait aucune idée de qui elle affrontait et qu'il existait des faits du passé qui pourraient détruire tout ce qu'elle croyait savoir sur Antonio. Avant que Maria puisse répondre, il est monté dans la voiture et est parti. Cette conversation a augmenté encore plus sa préoccupation. Pendant la nuit, elle a repensé à chaque mot dit par Roberto. Il y avait quelque chose d'étrange dans cette assurance exagérée. Il semblait qu'il cachait une information importante. Marcelo est aussi resté intrigué quand il a entendu le récit. Il a dit que les personnes vraiment confiantes dans leurs preuves attendent normalement le jugement sans faire de menaces ou essayer des accords insistants. Le comportement de Roberto suggérait qu'il y avait peur d'une découverte. Malgré tout, il n'existait encore aucun élément concret pour démonter sa version. Les jours ont continué à passer entre audiences, expertises et nouveaux documents. Lors d'une des visites à la cabane, autorisée par la mairie avant la démolition définitive, Maria a décidé de marcher à nouveau sur le terrain. Elle voulait seulement se souvenir de l'endroit où elle avait trouvé la boîte cachée. En observant les vieux murs, elle aperçut un homme travaillant à l'extérieur. Il portait des vêtements simples, tenait un mètre, un bloc-notes et examinait soigneusement la structure de la construction. Quand il a vu Maria s'approcher, il a levé la tête, a souri poliment et s'est présenté. Il a dit que son nom était Carlos, qu'il avait 54 ans et qu'il avait été engagé pour évaluer les conditions de l'immeuble avant que la démolition soit autorisée. Maria a répondu avec gentillesse et a expliqué qu'elle était la propriétaire de la cabane. Carlos l'a regardé pendant quelques secondes et a commenté qu'il avait déjà entendu parler de cette histoire impliquant l'héritage. Ensuite, il a ajouté une phrase qui a immédiatement attiré l'attention de Maria. Il a dit que pendant les derniers jours il avait vu un homme apparaître plusieurs fois par là, posant des questions sur la cabane, observant le terrain et semblant intéressé à trouver quelque chose de caché. Quand Maria a demandé qui était cet homme, Carlos a répondu sans hésiter qu'il s'agissait de Roberto. Maria est restée quelques secondes à regarder Carlos sans savoir quoi répondre. L'information qu'elle venait d'entendre ne sortait pas de sa tête. Roberto avait déjà été dans cette cabane plusieurs fois après la mort d'Antonio. Cela expliquait beaucoup de choses. Peut-être qu'il soupçonnait déjà qu'il y avait quelque chose de caché là. Peut-être qu'il avait cherché exactement la même boîte métallique qu'elle avait trouvée par hasard en retirant une partie du mur. Maria a respiré profondément et a demandé quand Roberto était apparu pour la dernière fois. Carlos a appuyé le maître sur une pile de briques et a répondu que c'était il y a seulement 3 jours. Il a raconté que l'homme était arrivé seul dans une camionnette sombre, avait garé près de l'entrée du terrain et avait marché lentement autour de la construction. Il a dit encore que Roberto semblait très bien connaître cet endroit. Au lieu de regarder toute la cabane, il avait passé beaucoup de temps à observer justement un des murs latéraux, comme s'il cherchait un point spécifique. Carlos a commenté qu'il avait trouvé ce comportement étrange parce que normalement les personnes intéressées à acheter ou évaluer un immeuble observent le toit, le sol et la structure. Roberto semblait intéressé par autre chose. Après presque 1 heure à marcher sur le terrain, il était parti sans dire un mot. Maria a senti un froid dans le ventre. Si elle était arrivée quelques jours plus tard pour nettoyer la cabane, elle n'aurait peut-être jamais trouvé la boîte cachée. La simple idée que Roberto aurait pu découvrir ces documents avant elle faisait accélérer son cœur. Carlos aperçut qu'elle était devenue inquiète et a demandé si tout allait bien. Maria a pensé pendant quelques instants. Elle ne connaissait pas cet homme, mais il y avait une certaine sincérité dans sa façon de parler. Malgré tout, elle a décidé de prendre des précautions. Elle a raconté seulement une partie de l'histoire. Elle a dit qu'elle avait vraiment trouvé quelques documents anciens à l'intérieur de la cabane et qu'elle affrontait maintenant une dispute judiciaire avec son beau-frère. Carlos a tout écouté avec attention et a lentement secoué la tête. Puis il a commenté qu'il connaissait des personnes comme Roberto. Pendant de nombreuses années, il avait travaillé sur des chantiers dans plusieurs villes et avait déjà vu des familles entières se détruire à cause d'héritage. Maria l'a remercié pour la préoccupation et a dit qu'elle espérait seulement que la justice résolve tout rapidement. Carlos a souri discrètement et a répondu que la vérité n'apparaît pas toujours seule. Parfois, il fallait la chercher. Cette phrase est restée dans la tête de Maria pendant qu'elle marchait de retour à la maison. Dans les jours suivants, Carlos a continué à fréquenter le terrain pour conclure le rapport sur les conditions de la cabane. Chaque fois que Maria devait y aller pour résoudre une question liée à l'immeuble, les deux finissaient par converser pendant quelques minutes. Peu à peu, elle a commencé à connaître un peu de son histoire. Carlos avait 54 ans, était veuf depuis presque 10 ans et vivait seul dans une petite maison simple dans la ville voisine. Il n'avait jamais eu d'enfant.